Mon père nous apprenait à pêcher plutôt que de nous donner du poisson. En tant qu'entrepreneur, vous êtes un sacrifié en quelque sorte parce que vous travaillez 24 sur 24 sans répit. Je voudrais toujours dire qu'il faut d'abord psychologiquement croire en soi. La valeur essentielle d'une réussite, je peux vous dire que c'est le travail. Cette histoire de raccourci, d'après moi, c'est chimérique. C'est le mouvement qui crée de l'énergie. Il n'y a pas une autre façon réaliste, objective et vraie de réussir dans la vie. Tout ce qu'on a obtenu peut s'évaporer en une journée. Dans vos débuts dans le commerce, votre retour au Cameroun et vos investissements, est-ce qu'il y a un moment où vous avez voulu tout arrêter? Malabi, la plateforme qui met en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs camerounais. Malabi, découvrons ensemble leur histoire, leurs défis et leurs réussites. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Malabi. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un homme qui a su se démarquer aussi bien dans la politique que dans les affaires. De ses études en génie civil en Allemagne à son parcours d'entrepreneur puis de député, il doit son ascension à force de travail et de détermination. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de son univers. Découvrons son histoire ensemble. Tu souhaites recevoir des articles d'Europe chez toi, au Cameroun, mais c'est galère? Voici la solution. Wentosh, une plateforme simple et sécurisée pour commander vos articles depuis l'Europe. Mode, accessoires, parfums, sneakers, accédez à des produits authentiques en quelques clics. Renseignez votre article, obtenez instantanément un devis, puis laissez Wentosh s'occuper du reste. Wentosh, l'Europe, livré chez vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Malabi. En face de moi, monsieur Ali Bachir. Homme politique, opérateur économique et industriel, il évolue dans plusieurs domaines d'activité, notamment les BTP, les hydrocarbures et les mines. Ce soir, il nous raconte toute son histoire. Bonsoir monsieur Ali Bachir et bienvenue sur le plateau de Malabi. Bonsoir, Idi. D'accord. Nous allons commencer, avant de commencer, nous allons revenir au tout début. Comment s'est passée votre enfance? Et dans quel environnement avez-vous grandi? Oui, j'ai une enfance un peu spéciale, peut-être pas comme les autres, parce que mes parents étaient des diplomates, au point où, forcément, dans des pays, par exemple, qui n'étaient pas francophones, ils étaient obligés de me laisser chez des proches parents. Et j'ai fait aussi beaucoup les internats. Donc, j'ai vécu un peu loin de mes parents. C'est comme ça que j'ai été éduqué, et dans les internats, et chez des proches parents, souvent chez des sœurs ou des frères, et aussi à l'internat. Donc, c'est une enfance que j'ai passée un peu loin de mes parents. Mais déjà à l'école primaire, je me souvenais, en cours préparatoire, quand mon père était en poste en Arabie Saoudite, on a dû m'amener rester auprès de ma grand-mère, ici à Yaoundé, dont j'ai passé toute l'école primaire jusqu'au CM1, ici à l'école du centre à Yaoundé. Aussitôt après, mon père a eu la chance d'être affecté en République centrafricaine, où j'ai eu mon CEPE, mais aussitôt après, il a été affecté en Guinée équatoriale. Et là-bas, on parlait espagnol. Et j'étais déjà en classe de 6e. Alors, j'ai dû rester chez des proches parents, des frères, des sœurs et des internats jusqu'à l'université, où aussi, de la même façon, j'étais appelé à aller à l'étranger, notamment en Allemagne, où j'ai vécu véritablement loin des parents. Donc, vous avez eu beaucoup d'éducation. Vous avez reçu de l'éducation un peu de partout, un peu de plusieurs personnes aussi. Oui, j'ai subi plusieurs influences, et j'ai appris aussi
à ne pas être peut-être trop dorloté par les parents. Et je me suis bien formé parce que je me dis que quand on est à côté des parents, on est un peu dorloté, mais je pense que toute ma vie, j'ai évolué un peu loin de mes parents, ce qui n'est pas étranger à mon attitude actuelle et ma façon d'être. Ok. Et vous venez de parler de l'Allemagne. À quel moment vous avez quitté justement le Cameroun pour l'Allemagne? Non, aussitôt après avoir eu le bac, ça c'était dans les années 93, je pense bien. Je me suis déporté du côté de l'Allemagne. À cette époque, beaucoup des Camerounais, après le bac, allaient à l'étranger. Donc, après le bac que j'ai eu à l'extrême nord du Cameroun, notamment dans la ville de Kaélé, je me suis déporté en Allemagne, où j'ai continué mes études à l'Université technique de Berlin. D'accord. Et comment vous avez appréhendé cette nouvelle étape de votre vie? Oui, c'était une étape importante parce que ça me rendait encore plus indépendant, étant donné que là-bas, c'était plus auprès des frères, des sœurs, des amis ou des connaissances qu'il fallait rester. C'était une autonomie complète. Alors, j'étais livré à moi-même, heureusement. Il y avait mon frère aussi qui m'a dévancé pour l'Allemagne. Je l'ai rejoint, mais là-bas, c'est une autre façon de faire. C'est un monde d'indépendance, un monde de chacun pour soi à l'époque. Hein. Et là, on était un peu plus libre et il fallait véritablement se débrouiller tout seul pour atteindre des objectifs et réussir dans la vie. On s'est battu aussi là-bas autant qu'on a pu et donc voilà, ça c'est ce qui a forgé donc ma vie de jeune, de l'école primaire jusqu'à des études supérieures. Okay. Et vous avez fait des études en génie civil? Oui, oui, en génie civil, naturellement. Et comment est née votre envie d'entreprendre, vu que de base, vous faites des études en génie civil? Bon, mais ma vie d'entreprendre, j'ai vécu que comme ça, parce que mon père nous apprenait à pêcher plutôt que de nous donner du poisson. Il me souvient que lors des rentrées scolaires, par exemple, l'argent de la rentrée, au lieu d'investir pour acheter les cahiers, les livres à la rentrée, il nous donnait ça. Les vacances arrivaient, il demandait à chacun de pouvoir faire un peu du commerce avec cet argent. Et qu'à la rentrée, ça devait être fructifié pour avoir une plus-value. Et de là, l'apprentissage était déjà né. Et puis, moi étant cosmopolite, vous comprenez, je vous disais tout à l'heure que j'ai fait des études à Kaélé, par exemple, de l'extrême nord. Moi qui suis originaire de Ngaoundéré, mes grands-parents ayant aussi une résidence à Yaoundé, donc je comprenais, par exemple, certaines vacances, il m'arrivait d'acheter du plantain ici pour l'amener à l'extrême nord, ça donnait des importantes plus-values. Ou quand il fallait acheter ou des chèvres, des moutons à l'extrême nord pour amener ici, donc ces échanges-là, je les ai véritablement faits quand j'étais déjà très jeune. Et venu même à Yaoundé, avant d'aller en Europe, par exemple, je vous ai parlé de mes frères qui étaient en Europe. Ils envoyaient des pièces détachées de véhicules, ainsi de suite, pour ici, et puis ça se commercialisait. Donc l'initiation aux affaires était déjà là dès le bas âge. Donc, concrètement, vous avez commencé dès le bas âge avec les plantains que vous ramenez au nord pour vendre et aussi en arrivant en Allemagne avec des pièces détachées que vous envoyez. Et c'était quoi en fait votre capital de départ? Bon, mais le capital de départ, je vous ai dit, c'était un peu l'argent qu'on a reçu des parents. Et nous-mêmes, on se débrouillait. Dans le lycée, par exemple, on a eu à organiser des soirées, des balles de jeunes qui étaient payants. Et in fine, c'était aussi un peu du commerce pour nous parce qu'il y avait du plus-value. Et aussitôt même arrivé à Yaoundé, avant d'aller à l'étranger, je me suis engagé dans les marchés publics
où je livrais de l'agroalimentaire pour les gendarmes au camp EAP ou au ministère des Postes et des Télécommunications, où je livrais de la papeterie avant, en attendant de faire un peu la langue et que le visa sorte. J'ai passé 1 an là aussi. C'était que les affaires. Donc, Mais c'était quoi le but derrière? Est-ce que c'était vous manquez de quelque chose, vous étiez dans le besoin ou alors c'était juste... Non, c'était de la passion. sur- Il fallait créer la richesse, il fallait fructifier ce qu'on avait. Je vous ai dit l'esprit dans lequel notre feu père nous mettait. Donc, c'était véritablement pour créer de la richesse. Hein. C'était ça. On était éduqués comme ça et on vit comme ça. Comme ça. Il faut créer de la richesse. Ok. Quand vous prenez la décision de rentrer au Cameroun au début des années 2000, aviez-vous peur d'échouer? Non, parce qu'en réalité, mon retour était préparé. J'étais en Allemagne quand je faisais beaucoup de navettes au Cameroun. Et alors, en 2002, en réalité, c'est la date à laquelle je reviens. Mais je suis revenu déjà, j'avais un pied là-bas, un pied ici. Quand j'ai été élu député, alors définitivement, je me suis installé au Cameroun. Mais déjà, le retour était préparé. J'avais une résidence secondaire en Europe et une résidence principale ici au Cameroun. Et j'ai apprêté mon retour au moins 3 ou 4 ans avant. Et donc, c'était quelque chose de très bien préparé. Et pourquoi ce choix de retour, justement? Oui, mais normalement, c'est le repère. Le Cameroun, nous sommes d'ici. Donc, quand vous allez pour un apprentissage à la vie, c'est normal, comme un oiseau qui revient vers son nid le soir. J'ai trouvé tout à fait naturel. En partant, c'était pour aller acquérir des connaissances et revenir exercer au Cameroun. Je juge que ma place est parmi les miens. Ma place, c'est au Cameroun, c'est mon pays. C'est le pays que j'aime, c'est le pays où je me sens le plus à l'aise. Donc, naturellement, je suis revenu. Quand je partais, c'était pour revenir. C'était pas pour partir, rester nulle part ailleurs. D'accord. À votre arrivée, vous vous lancez dans quel secteur? Oui, déjà la politique, puisque je vous dis qu'en 2002, j'étais déjà élu, c'est largement suffisant pour que je m'installe. J'étais élu député. Et à côté de ça, déjà, je faisais les marchés publics. Donc, à l'époque, on construisait des salles de classe, des routes, des reprofilages des routes. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans d'autres affaires. Mais entre-temps, on faisait aussi beaucoup de marchandises de seconde main qu'on apportait de l'Europe pour le Cameroun. Là aussi, je suis l'un des pionniers parce qu'à l'époque où nous on faisait ça, il y avait presque personne qui le faisait. Et ça aussi, on a fait pendant un temps. Et c'est ce qui faisait le trait d'union entre l'Europe et ici surtout. J'ai pu bénéficier de cela, si bien que, étant même en Europe, même durant mes études, je faisais cela. Donc, on envoyait de la marchandise, des produits européens, des postes téléviseurs, des congélateurs, des frigos et autres électroménagers. On envoyait déjà pour vente au Cameroun des véhicules et des pièces détachées. Donc, je pourrais même dire que toute ma vie que j'ai menée en Europe, j'avais toujours un regard pour le Cameroun. Je voyais qu'est-ce qui était compatible, qu'est-ce qu'on pouvait faire entre les deux continents. Exactement. Et je vivais entre 2 avions, entre les 2 continents, l'Europe et l'Afrique. Ok. En parlant de votre mandat de député, on apprend que très tôt, vous étiez déjà un leader, notamment président de la coopérative au lycée. Est-ce que vous aviez déjà cette fibre de leader en vous? Bon, humblement, je dirais que peut-être pas, peut-être oui, mais je suis quelqu'un depuis mon bas âge. J'aime
je dirais, m'investir dans tout ce que je fais à fond. J'aime me surpasser, j'aime me dépasser et je n'aime pas la morosité. Donc, généralement, les gens disent que je suis assez entreprenant et forcément, je crois que quand vous entreprenez, que vous poussez, souvent vous allez un peu vite et les autres vous suivent. Si c'est cela le leadership, je dirais, bon, mais oui, c'est cela. D'accord. On revient aussi, vous avez été l'un des premiers brocantiers ici au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote marquante de cette période, quelque chose qui vous a profondément touché? Oui, ce qui m'a touché, c'est que aujourd'hui, le même conteneur, comme payer des droits de douane à l'époque, un conteneur de 40 pieds de marchandises de seconde main, qu'on payait à 500 000 francs CFA, aujourd'hui, vous payez ces droits de douane à 10-15 millions. C'est bien impressionnant parce qu'à l'époque, ce n'était pas connu et on a eu à se faire beaucoup d'argent. Bon, les choses ont évolué aujourd'hui. C'est pas le cas. Et puis, la façon dont les marchandises se vendaient comme des petits pains à l'époque, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. Et aussi, les marges bénéficiaires de l'époque, vous pouvez faire même du 1000% sur des marchandises. Et là, c'est quasi impossible. Donc, il y a plein de souvenirs, plein d'anecdotes pour cette époque qui était véritablement une belle époque aussi. Belle hein. époque. Ah ouais. D'accord. Donc, Ok. voilà. Et dans vos débuts dans le commerce, votre retour au Cameroun et vos investissements, est-ce qu'il y a un moment où vous avez voulu tout arrêter? Bon, mais à vrai dire, les affaires au Cameroun, c'est pas facile. C'est pas facile. Malgré les prix qui étaient quand même abordables? Oui, mais le problème du Cameroun, ce sont les mentalités, l'administration fiscale. Il y a trop de contrôle, je peux dire, sur le plan administratif. C'est des goulots d'étranglement, c'est véritablement des obstacles à l'entrepreneuriat. Donc, vous pouvez avoir une entreprise où vous faites contrôler en une journée, même 10 fois, par des administrations différentes. Mais, comme vous le dites, les bénéfices étant là, l'activité étant très alléchante, c'est la contrepartie parce que, effectivement, les marges bénéficiaires en Afrique sont assez importantes et les risques aussi sont assez importants. Vous verrez donc un crédit, quand on vous le donne par exemple ici à la banque, vous êtes dans les taux d'intérêt de 15% à l'année, alors qu'ailleurs, facilement, vous êtes à 6% parce que, en principe, les affaires sont rentables, très rentables en Afrique et dans nos zones, mais par contre, il y a trop de risques. C'est cela, donc... Donc, c'est ces marges bénéficiaires-là qui vous retenaient en fait et qui vous donnaient la force de continuer. Oui, sur le plan des affaires, là, quand j'étais encore étudiant, mais après, j'avais la politique. J'étais déjà élu après. D'ailleurs, j'ai fermé ce volet de brocante où il y avait beaucoup d'informels pour passer à autre chose parce que là, c'était encore un peu plus de responsabilité de pouvoir légiférer et qu'il n'y avait plus tellement de temps pour rentrer parce que le commerce de la brocante, j'ai l'impression qu'il faut soi-même être là. Vous ne pouvez pas déléguer vos compétences ou plutôt votre expérience. Vous ne pouvez pas la déléguer parce que la même marchandise qu'on peut acheter à 10 francs, on peut l'acheter à 100 francs, à 1000 francs, et c'est très difficile. Les sources d'approvisionnement aussi, quand on n'a pas l'expérience, personne ne pouvait le faire à ma place. Aussi, bien que l'activité était bien intéressante, bien porteuse, mais je ne pouvais pas être partout à la fois, être à l'Assemblée, être
auprès des miens pour des comptes rendus, être aussi en Europe pour m'approvisionner ou être dans mes boutiques pour vendre. J'ai vite fait le choix et là, cette activité, ce pan d'activité commerciale, j'ai dû mettre ça de côté pour plutôt m'adonner à d'autres activités, toujours sur le plan économique, mais surtout aussi sur le plan politique, pour pouvoir aider quand même à améliorer les conditions de vie des nôtres en légiférant en leur nom, au nom des miens, au nom de nos populations. Et est-ce que c'est ça qui vous a mené dans les mines et l'hydrocarbure? Oui, les mines et l'hydrocarbure. Pour les mines, c'est un ami qui vient de décéder, ça fait moins de 2 semaines, je crois que c'est il y a 2-3 jours qu'on l'a inhumé. Honorable Béassaï, paix à son âme, c'est lui qui m'a entraîné dans les mines. Le député de Djoum, de la région du Sud, Béassaï, donc un beau jour, on était voisins. Et il avait des agréments miniers et il m'a parlé de ça. Et il m'a dit que, tel qu'il me voit dynamique, quelque chose comme ça pouvait m'intéresser. Il y avait beaucoup d'argent à se faire dans ce secteur. Et comme ça, comme un jeu d'enfant, j'ai commencé. Et jusqu'aujourd'hui, j'y suis. Quant aux hydrocarbures, là, j'ai des frères du village qui étaient dedans aussi, simplement. Un est venu vers moi, il m'a dit oui, voilà, il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce domaine, il m'a expliqué, et aussitôt j'ai investi, je l'ai suivi aussi, et l'aventure continue jusqu'aujourd'hui. Ok. Et quels sont les obstacles les plus difficiles dans ce secteur-là? Oui, ben, les obstacles, c'est toujours la réglementation et la fiscalité qui constituent quand même un poids dans toutes les activités économiques et financières ici au Cameroun. Et les mines, c'est une activité aussi très spéculative. Aussitôt, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent comme vous pouvez en perdre. Par contre, le secteur de l'hydrocarbure, j'ai l'impression que ce sont les volumes. Les marges étant très petites, on parle de beaucoup d'argent souvent pour des petites marges. Là aussi, il faut multiplier le contrôle, être très rigoureux, être aussi présent. C'est une activité très délicate qui génère certes beaucoup de moyens et qui demande aussi beaucoup de travail. Et plein de gens se sont cassés la gueule dans ce domaine parce que c'est véritablement un domaine très sensible où les marges sont très faibles et que le capital est très important. Et vu que plusieurs personnes se sont cassées la gueule, vous comment vous avez fait pour être toujours présent? Oui, mon expérience dans les affaires, vous l'avez dit, je fais non seulement dans les mines, dans les hydrocarbures, je fais dans la foresterie, dans l'industrie de transformation du bois et sur les routes, donc c'est des domaines assez variés. Et je vous l'ai dit, ma culture, ma formation depuis le bas âge a été adaptée à une polyvalence dans les affaires. Donc, heureusement, aujourd'hui, j'ai une assez bonne expérience dans le domaine des affaires, étant donné que je suis un self-made man dans le domaine et il peut m'arriver d'être peut-être un peu plus doué ou bien mieux outillé que beaucoup pour pouvoir tenir dans des domaines d'affaires aussi diversifiés que variés. Donc, voilà. Vu votre polyvalence et notamment le fait que vous soyez dans de nombreux secteurs, est-ce que ça vous coûte quelque chose dans votre vie? Bon, mais ça demande assez de concentration, on a très peu de temps et souvent on ne savoure pas tellement les délices de la vie. On passe de temps à travailler parce que en tant qu'entrepreneur, il est plus difficile de tenir au Cameroun que partout ailleurs. Il faudrait s'investir à fond. Et ça coûte ce que cela coûte sur le plan santé, vous n'avez pas de temps, vous ne vous consacrez pas trop à votre famille
vous êtes un sacrifié en quelque sorte parce que vous travaillez 24 sur 24 sans répit. Donc, ça vous coûte véritablement tout parce que vous mettez tout votre temps, toute votre vie au service et pour faire ce que vous faites. Déjà, c'est pas facile du tout. Et à quoi avez-vous dû renoncer? Bon, puisque c'est une passion, moi je pense que c'est pas, il n'y a pas de renoncement, plutôt que c'est une adhésion. Oui. Donc, j'adhère à ce que j'aime, à ce que je veux. Aujourd'hui, en faisant des affaires, en gagnant de l'argent, je trouve mon plaisir. Et donc, ça ne me dérange pas et qu'il n'y a aucun renoncement et peut-être aucun sacrifice, mais c'est vous dire que vous vous investissez, vous vous rendez compte que toute votre vie, vous faites que ça. Moi, les deux choses qui me passionnent, c'est la politique et les affaires. Et les affaires. Voilà. D'accord. Donc, nous retenons que vous incarnez le travail, la discipline et la rigueur. Oui, l'abnégation. L'abnégation. Le dépassement même de soi. Oui. C'est vraiment des valeurs qui amènent au succès, je dirais, mais après, les gens s'étonnent que ces mots ne soient pas si vides que ça. Quand vous dites aux gens que voilà, les valeurs, tout ça, le travail, l'abnégation, la discipline, la rigueur, le dépassement de soi, certains n'y croient pas, mais il n'y a pas une autre issue, il n'y a pas une autre possibilité que ça. Si vous voulez rester aussi longtemps que ça dans tout domaine, hein, ce n'est pas que dans les affaires et la politique. C'est ce sacrifice, il faut s'y mettre. Et est-ce que c'est la vie qui vous a imposé ces valeurs-là? Absolument, puisque c'est ma passion. Je vous ai dit que c'était ces affaires et cette politique. Et pour y être, vous n'avez pas un autre choix que d'adopter cette ligne. Donc, vous vous l'imposez et en retour aussi, ces activités vous l'imposent. Donc, c'est indéniable. Vous devez faire ça ou ne pas faire. Ça ne rit pas dans les deux domaines. Exactement. Ok. Dans notre société, certains associent encore la réussite à des raccourcis ou des pratiques douteuses. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? J'ai l'impression que ce sont des anecdotes. Moi, la valeur essentielle d'une réussite à mon âge, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, je peux vous dire que c'est le travail et les autres valeurs qu'on a citées. Donc, moi, je connais aucun raccourci. Cette histoire de raccourci, d'après moi, c'est chimérique. Quel est le raccourci qui vous permet de réussir? Je ne sais pas trop. Mais de tous ceux qui réussissent, quand on lit leur biographie et quand on échange avec eux, ils mettent en avant le travail, la constance, la résistance, le dépassement de soi, la rigueur, le sacrifice, l'abnégation. Et plutôt, je pense que c'est des aigris, des partisans de moins d'efforts qui pensent qu'il y a une autre façon de réussir dans la vie. Moi, je peux vous dire que aujourd'hui, la petite expérience que j'ai, le seul canevas sûr qui mène à la réussite, c'est une bonne organisation et c'est le travail. C'est le travail qui crée la richesse, comme c'est le mouvement qui crée de l'énergie. Il n'y a pas une autre façon réaliste, objective et vraie de réussir dans la vie. Combien de jeunes Camerounais ou bien de Camerounais vous employez dans vos différents domaines d'activité? Non, mais déjà, rien que l'usine de déroulage du bois, on a 1 millier, on a 300 qui
Ils sont sur 3 quarts, c'est-à-dire chaque 8 heures, il y a 300. On est à peu près à 1 millier de personnes. Avec les autres secteurs, on peut avoir 1500 à 2000 personnes qu'on emploie. Ça, c'est déjà pas rien. D'accord. Vous avez été député. Comment s'est faite cette transition entre entrepreneur et homme politique? Les deux sont compatibles et ça va de pair. Je n'ai jamais cessé d'être ou député ou un homme politique. Je n'ai jamais cessé d'être homme politique ou entrepreneur, homme d'affaires, directeur général d'entreprise. Les deux vont de pair. Après ma vie d'étudiant, j'ai aussitôt transité pour être homme politique et homme d'affaires industriel. Donc, les deux vont de pair, d'après moi. Ok. Vous avez été appelé par la jeunesse de votre région à vous engager. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Oui, c'est quand même beaucoup d'honneur. C'est un privilège. Et je suis très enchanté aujourd'hui d'être un exemple de travail, un exemple d'abnégation. Et tout à l'heure, vous avez parlé de raccourcis. Et pour beaucoup de ceux qui voient que la vie est dure et qui parfois n'arrivent pas, ils ont tendance toujours à invectiver les autres pour dire qu'il y a une autre façon de réussir. Mais véritablement, mon invitation à la jeunesse, c'est de croire en soi, de croire au travail qui est une valeur cardinale. Et puis, c'est comme un nez sur le visage, ça se voit, même sur le plan macro. Les nations qui deviennent riches et qui réussissent, elles ne réussissent que grâce au travail. Je veux parler du Japon, je veux parler de l'Allemagne, je veux parler même des États-Unis et les autres pays. C'est le travail, c'est pas autre chose que ça. Et c'est le travail qui augure une réussite dans n'importe quel domaine. Oui. Donc, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas s'égarer. Il n'y a nulle autre chose que le travail pour créer le bien-être. Il n'y a que le travail pour créer la richesse. D'accord, ok. Quand vous regardez votre parcours d'étudiant en Allemagne à aujourd'hui, de quoi êtes-vous le plus fier? Et si je vois sur le rétroviseur mon parcours, je suis tellement fier de l'homme mature que je suis devenu. Je suis reconnaissant à Dieu Tout-Puissant de m'avoir donné cette longévité. Et je suis aussi très heureux de voir, parce que déjà à l'âge de 18 ans, avec les affaires que je faisais, j'ai pu mener un bon niveau de vie jusqu'aujourd'hui. Je pense que c'est pas donné. Tout ça me donne une raison vraiment d'être heureux et fier de ce que je suis aujourd'hui, parce que le chemin est plein d'embûches. Et avec beaucoup de gens avec lesquels on a cheminé et d'autres qu'on a observés, il y en a aujourd'hui qui vivent même plus, il y en a qui n'ont pas réussi, il y en a qui ont réussi et qui, après, ont eu des problèmes. Donc, dire que Dieu nous a épargnés jusqu'ici et que jusqu'à maintenant, on n'ait pas eu des problèmes majeurs et qu'on soit dans des conditions telles que vous les voyez, ça peut augurer que de la fierté et une reconnaissance envers le Dieu Tout-Puissant, parce que au-delà du travail, il y a quand même aussi Dieu Tout-Puissant qui décide de tout et qui est au-dessus de nous, étant donné nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Il nous donne tous les mêmes chances et quelque part, je pense qu'il nous protège tous. D'accord. Vous avez parlé d'embûches. Quelle est la leçon la plus difficile que la vie vous a apprise?
La leçon la plus difficile, ce sont les hommes et c'est aussi la déception. Vous pouvez faire à un être humain tout ce que vous pouvez lui faire de bien. En une seule seconde, quand il n'aura pas obtenu de vous quelque chose qu'il vous demande, il se retourne contre vous. Donc, les déceptions, vraiment, c'est les semblables et c'est là que vous allez trouver aussi de tout ce que la jalousie peut augurer, la méchanceté des êtres humains, on le vit au quotidien. C'est tout ça vraiment qui m'ont marqué et qui me donne de la sueur froide à y penser. Beaucoup d'expériences des êtres humains m'ont rendu un peu plus sceptique que je ne l'étais au départ et me rendent aussi assez triste. La haine, la jalousie, l'aigreur, la paresse aussi, hein, parce que je voudrais dire, je m'excuse de le dire aussi franchement, ici au Cameroun, chez nous, il y a encore beaucoup d'éducation au travail qu'il faut pouvoir. Les gens doivent se mettre au travail, croire véritablement au travail et à l'engagement et chasser beaucoup de paresse pour que ça se passe comme partout ailleurs. Vous voyez, la Chine, le Japon, la Corée, l'Europe, l'Allemagne, les États-Unis, des gens travaillent véritablement. Et la grande déception ici, c'est que les gens sont comme le chat qui a horreur de l'eau, qui a horreur de la nage, mais qui aime tellement le poisson. C'est le côté sombre des nôtres ici, des gens qui veulent bien vivre sans que ça soit accompagné de l'effort nécessaire qui vous donne ce bien-être. D'accord. En tant que jeune Camerounaise que je suis, quels conseils vous pouvez me donner? Oui, mais le Cameroun, c'est un pays plein de ressources, plein de potentiel. Je voudrais toujours dire qu'il faut d'abord psychologiquement croire en soi, croire en son pays, être optimiste, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup du défaitisme aujourd'hui chez les jeunes qui ne croient pas en eux, qui n'ont pas beaucoup d'espoir. Certes, il y a le stoïcisme, mais le stoïcisme, c'est y aller jusqu'à la dernière sueur. Mais il y a beaucoup de défection, de défaitisme, alors que tout est permis, le pays est jeune, le pays que nous aimons tous, le Cameroun, est rempli de potentialités. Il faudrait travailler, épargner et s'investir. Mais à côté de ça, il y en a qui réussissent. Moi, j'ai vu des laveurs de voitures épargner, devenir millionnaires. J'ai vu de briseurs de poulets avoir quitté de là où ils sont pour devenir de très grands commerçants, des grands propriétaires immobiliers. J'ai vu de vendeurs de maïs, des sauveteurs se métamorphoser et devenir véritablement des entrepreneurs à part entière parce qu'ils ont créé de richesses. Il faut y croire. Il faut y croire. On est dans un pays qui offre quand même beaucoup de possibilités. Il faut simplement avoir de la volonté, enlever de la tête certaines choses telles que il n'y a que le fils de tel ou tel qui peut réussir, ainsi de suite. Les gens peuvent faire des efforts et véritablement réussir. Donc, il faut s'y mettre. C'est pas facile, mais il faut pas s'arrêter. Parce que la plupart des gens s'arrêtent au premier obstacle et c'est la source des échecs. Donc, les obstacles ne doivent pas être considérés comme des barrières. Il faudrait toujours chercher à se surpasser, dépasser ces obstacles. Et après, on verra que c'est la réussite. S'il fallait revivre une seule journée de votre parcours, laquelle choisirez-vous? Une seule journée?
Peut-être c'est le jour où j'ai eu mon premier milliard. Je l'ai fêté et c'était agréable. J'ai vu que c'était un indicateur de réussite et c'était plus qu'un jour d'anniversaire. Et même le premier million que j'ai eu, je peux dire que je l'ai eu en 1989. Je me souviens, je l'ai fêté. C'était aussi un jour radieux. D'accord. Et comment on se sent en tant que millionnaire ou alors milliardaire, vu tous les efforts que vous avez faits pour arriver à cela? Non, mais ça appelle beaucoup d'humilité. Ça appelle beaucoup d'humilité. Et puis, les chiffres, c'est que des chiffres. Le véritable bonheur, c'est dans la tête. Et pour se dire que tout ce qu'on a obtenu peut s'évaporer en une journée, être humble, que l'être humain, partout où il a les mêmes besoins et que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. La véritable chance, c'est la santé. La véritable chance, c'est de ne pas avoir une grosse tête. Toute autre chose, les chiffres n'apportent aucun bonheur. Le véritable bonheur, c'est dans la tête. Et quand on a décidé d'être heureux, on n'a pas besoin de chiffres pour être plus heureux que l'autre. Ok. Si vous deviez dire merci à quelqu'un, ce serait qui? À ma maman, à mon cher papa, paix à son âme, ceux qui ont constitué pour moi une boussole durant toute ma vie. Mon père, son humilité, sa sagesse et l'amour qu'il m'a donné. Donc, tout ça, c'est inoubliable. Ma tendre maman, j'imagine, les 9 mois que j'ai passé dans ses entrailles. Et je vois aujourd'hui des bébés pleurer toute la nuit. Elle m'a porté, elle m'a tenu mes premiers pas. Et elle continue de m'encadrer, ses prières. Quand je la vois, la volonté qu'elle a que je réussisse, les invocations qu'elle fait à mon endroit, tout cela, je pense que ce sont les aides pour qui que ce soit qui nous aiment plus que toute autre personne sur Terre. Donc, véritablement, les parents, quand le courant passe véritablement avec les enfants, c'est ceux à qui on doit dire merci et ceux à qui, je crois qu'après Dieu, ça doit être nos parents sur terre. D'accord. Nous allons passer à la question surprise. Dans l'opinion publique, certains estiment que la réussite de plusieurs hommes d'affaires est facilitée par des relations ou un environnement favorable avec l'État. Est-ce que votre engagement en politique en devenant député s'inscrit aussi dans une logique stratégique pour accompagner ou sécuriser vos activités? Non, mais en Afrique, les gens interprètent très mal cette relation d'homme d'affaires et la politique. La politique est une histoire d'engagement personnel, un engagement idéologique, un problème de conviction. On parle de conviction politique. À l'état actuel des choses, le parti auquel j'adhère, je suis membre du comité central du RDPC, par exemple, du moins, c'est une distinction politique, parce que notre parti, c'est la pyramide. Je suis au sommet. C'est le parti à même d'apporter des solutions, des réponses aux problèmes quotidiens des Camerounais. J'en ai pas vu un autre ici au Cameroun qui a cette idéologie. Et la preuve, c'est le parti qui a le plus de militants au Cameroun. Quelle est la surprise que je sois un militant, un membre du RDPC? C'est le parti qui fait l'unanimité, qui a le plus grand nombre d'adhérents. C'est être même d'ailleurs ailleurs qui devait constituer une surprise. Donc, et la démocratie, vous savez, c'est question de majorité. C'est un parti qui règne au Cameroun depuis 44 ans, qui a fait ses preuves, qui a des hommes d'expérience et qui mène à bien
pour le bonheur des Camerounais, la destinée des Camerounais. Donc, je ne sais pas en quoi est-ce que être membre d'un parti au pouvoir peut constituer un parapluie ou un apport. De toutes les façons, depuis le début de cette entrevue, je cesse de vous parler du travail qui est la clé. Des gens trouvent des réponses à leurs échecs en disant que ceci ou cela, mais moi je pense que toute réussite n'est pas facile. Il faut travailler, appartenir à un parti politique ou à un autre ne peut pas justifier peut-être la réussite. Hein. Moi, je connais, il y a Aladi Garou, c'est un homme d'affaires prospère de chez moi, de Ngaoundéré, qui est dans un parti d'opposition. Pour cela, ça ne l'a pas empêché d'être prospère. Le parti et les affaires, je ne vois pas là où vous pouvez avoir un passe-droit ou un coup de pouce parce que vous êtes du régime. On est imposé fiscalement comme tout autre. Et je ne vois pas un avantage, je ne vois aucun passe-droit, aucune faveur parce que vous appartenez à un parti comme à tout autre. Les Camerounais sont égaux en droit et en devoir. Donc, aucun Camerounais ne vaut plus que l'autre parce que vous appartenez à un tel parti ou à tel autre parti. Je n'ai jamais ressenti ça, en tout cas, en ce qui me concerne. D'accord. Nous allons passer sur un moment plus intime. Est-ce que vous aimez la musique? Oui, la musique adoucit les mœurs. J'aime la culture en général, l'art musical en particulier aussi. Donc, avec tout le travail, le stress de la vie quotidienne, les difficultés, la musique, ça adoucit quand même les mœurs et puis ça permet de s'évader au point où, avec la musique, vous vous reposez, je pense, mieux que sans musique. Est-ce qu'il y a une musique camerounaise qui vous rend nostalgique de votre passé? Oui, toujours. Je pense que les Camerounais, en ce qui concerne la musique, on a toujours aimé beaucoup le makossa, avec ça, l'Afrique. Et beaucoup de gens dans le monde entier ont vibré et continuent de vibrer au son du makossa, qui est un rythme où chacun Camerounais se reconnaît facilement. D'accord. Est-ce que vous avez un adage en votre langue qu'un aîné vous a transmis quand vous étiez plus jeune et qui vous a guidé jusqu'à aujourd'hui, que vous souhaitez partager avec nous? Oui, c'est toujours concernant le travail. Mon feu père me disait que le paresseux, si vous le posez même sur le dos d'un chameau, ses pieds vont toujours être au sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut chasser la paresse, il faut travailler parce que le paresseux n'a aucune chance. Donc, c'est un adage toujours qui concerne le travail. Ça veut dire qu'il faudrait être entreprenant, être dynamique et chasser la paresse. C'est la clé du succès au lieu de rester se morfondre et être aigri, dire que les autres ont réussi parce qu'ils ont des passe-droits, parce qu'ils ont des faveurs. Chacun peut réussir. Aux États-Unis, par exemple, ils parlent du succès américain. C'est chaque citoyen, un pauvre qui peut devenir demain multimilliardaire. Et aujourd'hui aussi, au Cameroun, nous avons notre président de la République qui sort d'une famille très modeste. Et aujourd'hui, il est le premier des Camerounais. Donc, tout Camerounais a de la chance et le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui suit son parcours, son curriculum, on voit que c'est le travail. Il ne s'est pas beaucoup amusé toute sa vie. Il a travaillé, il sort d'une famille relativement pauvre, modeste, et aujourd'hui, il est le tout premier Camerounais. Donc, les mentalités actuelles voudraient que les gens disent qu'au Cameroun, il faut être fils de tel ou tel pour réussir. Je crois qu'il y a plein d'exemples et
même en majorité, si vous voyez le gouvernement, à 90 à 95%, les membres du gouvernement qui sont quand même, c'est l'élite camerounaise, ils sortent des familles relativement modestes, tout le monde. Donc, il est temps de s'arrêter et de ne pas dire qu'au Cameroun, il faut être dans cette secte ou plutôt il faut être fils de tel pour réussir. La réussite, c'est dans la tête, encore bien même que le bonheur, c'est pas forcément avoir un bon poste ou bien avoir de l'argent. Le bonheur, c'est dans la tête. Moi, je connais des gens à qui on propose des postes de ministre et qui refusent. Je connais des gens à qui on donne même de l'argent. Si vous leur donnez de l'argent, ils vont dire qu'ils n'en veulent pas parce que c'est beaucoup. Donc, la réussite est c'est dans la tête et dans le travail. C'est déjà un pays libéral, le Cameroun. Donc, à chacun, selon ses ambitions, à chacun selon ses possibilités. Il ne faut pas être pessimiste ou, comme vous étiez en train de parler de proverbes ou des adages, il ne faut pas être quelqu'un, par exemple, quand il n'a pas eu l'œil, on dit un aveugle va dire que l'œil pue, par exemple, que l'œil n'a pas une bonne senteur juste parce qu'il n'en a pas. Donc, il ne faut pas jeter des anathèmes sur ceux qu'on pense qui ont réussi. Et puis, la réussite même est relative. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent et avoir un problème de santé, par exemple. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent et avoir un problème affectif, même un problème psychologique, même un traumatisme, que ce soit physique ou psychologique. Donc, vraiment, la vie, à chacun selon ses besoins, à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses ambitions. Monsieur Ali Bachir, nous allons terminer sur cette note à ma langue maternelle. Malabi veut dire merci. J'aimerais savoir comment on le dit en la vôtre. Nagode. Nagode. Voilà. Okay. Nagode et Malabi à vous, Monsieur Ali Bachir, et Nagode et Malabi à vous, les téléspectateurs. À un prochain numéro.